La Chine avait loupé la révolution industrielle du XVIIIe siècle. En dépit d'un niveau de développement comparable à celui de la Grande-Bretagne, la région du Baiyangzi, celle de Shanghai, celle qui était la plus développée en Chine à l'époque, n'est pas rentrée dans la révolution industrielle. Alors pour comprendre cette grande divergence, il y a eu de nombreux travaux qui ont été produits à l'échelle universitaire, et les raisons généralement invoquées sont des raisons de disponibilité énergétique, du charbon, plus disponible en Angleterre qu'en Chine, des raisons culturelles et des raisons coloniales. Mais la Chine a pris sa revanche depuis. Après les mesures libérales prises par Deng Xiaoping à partir de 1978 et qui rendaient cette économie plus sensible aux signaux de marché, quels qu'ils soient, l'économie chinoise a changé de référence. Elle s'est développée notamment sur le plan industriel. Alors, aux produits de très bas de gamme qu'on avait à l'époque, dans les années 90, a succédé toute une série de montées en gamme, faisant des produits chinois des produits très attractifs. Ce développement s'est opéré à l'exportation, mais il a bénéficié surtout d'un marché intérieur très dynamique. De la sorte, aujourd'hui, quand on regarde cette économie manufacturière chinoise, on s'aperçoit qu'elle représente à peu près 35% de la production manufacturière mondiale. C'est considérable. Les États-Unis ne font que 12% et la zone euro 13%. Donc on a une économie qui, sur ce plan, est devenue extrêmement puissante et dont l'imbrication dans toutes les chaînes de valeur en Asie est tout à fait considérable. L'Asie et la Chine font d'une certaine manière cause commune. Le dernier point d'analyse est d'observer que la dépendance chinoise vis-à-vis des États-Unis est aujourd'hui moins importante que celle des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Il y a un changement, une inversion de dynamique qui est tout à fait spectaculaire et qui traduit les capacités d'innovation et les moyens mis en œuvre depuis très longtemps au sein de l'économie chinoise. Deux remarques en conclusion. La première, c'est qu'au regard de la puissance chinoise, les États-Unis et l'Europe doivent s'interroger sur la bonne stratégie pour être concurrents de ce développement manufacturier en Chine. Avec une question majeure, si la Chine fait 35% de la production manufacturière, si elle est très innovante, si elle monte en gamme, eh bien la Chine pourrait définir le standard technologique. Et là, les pays développés, aux États-Unis ou en Europe, seraient dans une position de fragilité par rapport au développement chinois. La deuxième remarque, et c'est probablement le point de faiblesse de cette économie chinoise aujourd'hui, c'est que toutes les décisions sont centralisées. Et on l'a vu au moment de l'assemblée annuelle du Parlement chinois, toutes les décisions tournent autour de Xi Jinping. Le Premier ministre est assez transparent. Ça veut dire que la Chine est en train de prendre le chemin inverse de celui qui avait été pris par Deng Xiaoping en 1978, et on sait que centraliser toutes les informations, toutes les décisions est généralement peu efficace. C'est probablement le point de fragilité de cette économie chinoise, mais il n'empêche que les pays européens, l'Amérique aussi, doivent réagir pour ne pas être trop conditionnés par ce qui se passe en Chine. La situation est en train de basculer et de ce point de vue-là, c'est très spectaculaire.